Bonsoir, bienvenue à l'atelier librairie, le livre Voyageurs animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes dans les catacombes de l'atelier librairie, le livre Voyageurs, là où se réfugient les derniers lecteurs. Aujourd'hui, très intéressante conversation avec Luc, qui écoute parfois mes vidéos. Et je vais vous rendre un peu le compte-rendu de cette conversation. Et Luc, il faut dire deux choses sur lui. C'est qu'il est un amoureux éperdu, un passionné et un érudit de la chose écrite, des livres, autrement dit. C'est également aussi un spécialiste émérite et reconnu de l'œuvre de l'écrivain québécois Jacques Ferron. Alors, certains d'entre vous l'auront très certainement reconnu. Alors, il a beaucoup d'idées, beaucoup de projets, et je pense que je peux me permettre d'en dévoiler quelques-uns. Il a salué cette démarche. D'abord, il a salué cette démarche d'aller filmer les bibliothèques dont j'étais sur le point de me porter acquéreur. Et oui, il a eu la mansuétude de reconnaître, non pas de reconnaître, mais de laisser passer mes piètres talents de cinéaste. Tandis que J, le célèbre J nipponisant, lui m'a conseillé de me porter acquéreur d'une sorte de ceinture qui stabilise sans effort le mouvement de la caméra. Alors oui, peut-être, j'imagine, porter cette sorte de ceinture, non pas de chasteté, mais d'immobilisation du mouvement. Alors oui, Luc me disait qu'on pourrait organiser des conférences à la librairie sur... il évoquait une fois par mois, dans les prochains mois, sur diverses manières d'aborder l'objet livre. Et qu'il fallait d'une certaine façon, en tout cas pour ce qui est des librairies, oser, faire preuve de créativité et briser le modèle du classement par catégorie et par lettre alphabétique. Alors, il donnait pour exemple, en me posant la question, est-ce que tu sais combien de livres sont traduits ici dans ta librairie et dans combien de langues? Alors, ce qu'il propose, c'est de faire un assemblage, quelques tablettes, regroupant un exemple par livre de livres traduits dans telle ou telle langue. Alors oui, je sais, j'ai des livres traduits de l'anglais, j'ai des livres traduits d'italien, de l'allemand, du russe aussi, mais peut-être aussi de langues moins parlées en Occident. Évidemment, le japonais, le chinois, et de réfléchir à ce que ça peut vouloir signifier une bibliothèque cosmopolite, comme celle-là. Et là, après ça, on peut faire d'autres recoupements. Et par exemple, cette bibliothèque pourrait s'appeler la bibliothèque de Babel. Et on pourrait organiser une rencontre avec d'autres amoureux de livres à l'atelier librairie et où on pourrait discuter de cette manière d'envisager à la fois le classement, à la fois le livre, à la fois l'univers du livre. Un autre exemple qu'il me donnait, je n'hésite pas ici à le dire, de toute façon, nous sommes suffisamment peu nombreux pour pas que l'affaire s'ébruite, et je le répète, tout est parfait pour moi comme ça. Les titres, un hommage à Pérec, les titres où il n'y a pas la lettre E. Et on pourrait même avoir cet hommage à Pérec où on élimine lui-même dans son nom les lettres E qui composent à la fois son nom de famille, Georges, et à la fois son prénom, et à la fois son nom de famille. Alors ça pourrait donner Org, Bruck. Vous voyez un peu le hommage à Org, Bruck. Bon, c'est un peu étrange, mais en même temps, on est dans l'esprit de l'Oulipo,
On est dans l'esprit de ce que Luc appelait l'ouli biblio, peut-être ai-je ici mal saisi, mais sans doute apportera-t-il quelques éclaircissements dans les prochains jours. Alors aussi, il évoquait la possibilité d'avoir recours à une sorte de logiciel qui scannerait les dos de livres et qui pourrait, après ça, dégager une structure arborescente renvoyant à d'autres informations à partir des dos de livres. On pourrait même envisager une sorte d'œuvre d'art interactive où même les livres pourraient bouger pour aller rejoindre d'autres livres virtuels. Et en fait, bref, ce qu'il suggère, c'est l'éclatement du modèle traditionnel papier. Il se considère, et je me considère de même, comme étant un lecteur hybride. C'est-à-dire, oui, j'ai été formé par le papier, mais j'utilise les écrans et j'utilise même l'audiovisuel pour participer, au fond, à l'élaboration d'un autre rapport avec le livre. Je sais, vous le savez, pardon, je m'amuse maintenant à dire que je n'ai plus de clients. J'ai soit des amoureux passionnés avec qui je partage une même passion, ou soit encore j'ai des personnages qui franchissent le seuil de la porte et qui viennent s'introduire dans la trame narrative de mes propres lectures. Alors bref, le client a disparu. Et au fond, j'aurais envie de dire, comme le client lui-même, en général, est devenu un être évanescent, difficile à cerner, difficile à saisir, qu'il est devenu totalement infidèle et qu'il navigue dans un univers de marchandises toutes plus désirables les unes que les autres, et qu'au fond, il est devenu une sorte de geyser de désir, et où il nage tel le bébé de la page couverture de l'album Nirvana, jeune adulte aujourd'hui qui intente un procès à la compagnie de disques pour avoir utilisé son image de bébé flottant dans une piscine parmi des billets. Alors peut-être ce serait l'image la plus d'ailleurs c'était ça aussi, le bébé est déjà formé à naître dans un univers liquide à la fois de dollars, de désir et d'une sorte de nirvana indépassable. Alors, oui, aussi, dans les autres projets mentionnés, il pourrait être question, je l'ai invité d'ailleurs, je l'ai invité à m'inviter, à aller l'interroger sur sa propre bibliothèque. Et évidemment, filmer les rayonnages et plan fixe, parce que, bon, on serait tous les deux devant l'appareil, et je l'interrogerais, je lui aurais envoyé les questions préalablement pour ne pas le surprendre, mais lui-même sans doute se surprendrait dans le feu d'une conversation animée avec quelqu'un qui écoute et quelqu'un qui est vraiment intéressé. Souvent, les gens réussissent à dire des choses qu'ils ne s'attendaient pas à dire. Alors ça aussi, c'est dans les cartons assez immédiats, parce que j'ai aussi en tête d'autres gens qui m'ont déjà dit oui à ce projet-là, de faire une tournée des bibliothèques privées. Et c'est là aussi Luc disait que c'était une bonne idée, car cet univers de bibliothèques privées, avec le passage d'une génération à l'autre, ceux qui ont accumulé beaucoup de livres sont sur le point et ont déjà commencé, dans beaucoup de cas, à se défaire de leur bibliothèque. Arrive un certain moment dans la vie où il y a des passages obligés, où on doit tourner la page, hein, pour rester dans la métaphore du livre, et
les livres font partie, les bibliothèques font partie aussi des choses qu'on aura habitées poétiquement, philosophiquement, mais qui, à un moment donné, on doit quitter ou abandonner cet univers qui nous aura à la fois enchanté, calmé, structuré, pour entrer dans une nouvelle réalité où la bibliothèque peut-être ne nous sera plus d'aucun secours, et c'est à ce moment-là qu'il faudra choisir soigneusement les derniers livres qui pourraient nous accompagner dans la dernière traversée. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a un passage, il y a un hiatus, il y a une cassure qui est visible dans ma pratique de libraire. J'ai vu et j'assiste à cette accélération de la disparition, mais d'une génération. Bon, les nouvelles générations qui lisent, qui étudient, sont déjà un peu moins hybrides, car ils maîtrisent mieux les outils technologiques mis à leur disposition. Le livre demeure une ressource précieuse, mais ce n'est plus que la seule ressource. Luc évoquait le fait aussi qu'il y a plus d'un siècle, le livre était la seule manière de s'informer, était la seule manière de se délasser, de se distraire, de se former, de s'édifier. Et il avait une mainmise totale dans le monde occidental déjà depuis plusieurs siècles, ce qui lui conférait un caractère d'autorité, un caractère sacré, absolument irréprochable, absolument incontestable, devrais-je plutôt dire. Tandis qu'aujourd'hui, il évoquait les civilisations qui n'ont pas eu ce même rapport avec le livre. Par exemple, les civilisations non lettrées, j'allais dire analphabètes, mais c'est pas. Ça suppose aussi analphabète que déjà, d'ailleurs, Jack Goody l'a bien montré, comment l'usage, comment la maîtrise de l'écriture pouvait être aussi, d'un point de vue colonial, une manière d'assurer sa domination à la fois sur les peuples conquis et également, va sans dire, sur leur richesse naturelle. Et même au Québec, qui a été pendant longtemps un pays faiblement alphabétisé, le X de l'analphabet, le X qu'on demandait d'apposer au bas d'un contrat, et même l'analphabet se sentait l'obligation morale de tenir, de rendre valide le contrat qu'on lui faisait signer. Évidemment, on a compris que toutes les clauses, toutes les manières dont sont rédigés déjà depuis un bon moment les contrats, c'est de telle nature à ne rien y comprendre. Évidemment, un contrat, prenez par exemple simplement vos contrats de carte de crédit, même les avocats les mieux aguerris en droit des affaires, ils perdent leur latin. Alors, oui, et ces sociétés qui se développent, ces sociétés faiblement alphabétisées, je n'en nomme aucune, qui apprend à écrire, qui apprend à lire, qui apprend à se documenter à partir de la cybernétique, à partir du numérique, à partir de l'informatique, évidemment, n'auront pas ce rapport sacralisé avec le livre. Et ça aussi, ça va engendrer une sorte de mutation intellectuelle dont on mesure pas, sinon pas du tout, les effets sur le moyen terme, et quelles seront les conséquences aussi pour notre propre civilisation de papier. Mais on continue de produire abondamment des livres. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais bon, bref, aujourd'hui, la conclusion à cette vidéo, j'allais vous lire Guy Vic, Fracture, justement, tenez, je vous le montre. Mais je ne le ferai pas, ça sera pour un autre jour, peut-être.
Et, ah oui, c'est Terraqué, les charniers. Ah oui, c'est assez effrayant. Il est non coupé, le livre. Mais les charniers, c'est probablement un des, aïe, 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 un des poèmes les plus atroces de toute la poésie française. Alors, Luc, tu ne m'en voudras pas, j'espère. J'ai pompé allègrement dans les propos que tu m'as tenus. Je les rapporte, j'espère le plus fidèlement possible. On se garde en réserve le fait que nous serons assez peu nombreux à avoir entendu cette dernière vidéo. Mais cependant, on a convenu, lui et moi, d'avoir un rendez-vous où je vais filmer sa bibliothèque et je lui aurai envoyé quelques questions et on se mettra tous les deux dans un coin de sa bibliothèque, plan fixe, comme ça, d'assez loin, et au bout de quelques minutes, il oubliera que le petit machin enregistre la conversation. Alors voilà. Alors merci Luc d'avoir fait la vidéo du jour. C'est comme ça qu'il faut présenter les choses. Mais je sais que ça fait très longtemps que ta réflexion portant sur le livre, évidemment, c'est sûr, je t'inviterai à écrire également, mais pour l'instant, il faut recueillir des témoignages audio, oui, de ce passage audiovisuel, de ce passage, de cette transformation, de cette mutation de la bibliothèque privée comme espace organique de pensée, de réflexion, de maturation intellectuelle, et enregistrer peut-être ces derniers moments va être un exercice d'historien, amateur assurément, mais peut-être nécessaire, parce que, en réfléchissant tout ça, l'histoire des lecteurs, qui est au fond la vraie histoire de la littérature, l'histoire des lecteurs et de leur milieu naturel, que sont les bibliothèques, si ces milieux naturels sont appelés à disparaître ou à s'amenuiser, exiguïté des appartements, rareté des appartements, coût des appartements, et que les gens finissent par avoir de moins en moins de ce genre d'habitat naturel et psychique, eh bien, très certainement, il sera de la plus grande importance de pouvoir en conserver une trace. Parce que cette histoire des lecteurs, c'est l'histoire de l'Occident. C'est notre histoire, c'est la façon dont notre civilisation s'est fondée, s'est structurée, c'est à partir du livre. Et d'aller filmer in vivo les dernières réserves où sont entreposées, où sont disposées, où sont classées amoureusement ou de manière désinvolte ou de manière extrêmement studieuse, ces espaces de réflexion, de vie, il faut les fixer. Il faut les fixer, il faut les conserver, car au fond, c'est la méta-histoire, et c'est la méta-histoire de l'Occident, et c'est au fond de la méta-littérature. Et peut-être au fond, c'est peut-être la dernière même vraie littérature que celle de recueillir les témoignages des lecteurs et de les filmer dans leur environnement naturel avant le passage définitif d'une civilisation, l'autre, comme dit l'autre. À demain.